Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, si vous le voulez bien, reprenons exactement là où nous nous étions arrêtés la semaine dernière, c'est-à-dire avec l'échec du projet utopique de république universelle proposé et défendu par Anacharsis Clootz. En proposant de dissoudre la nation dans une république du genre humain, au point d'effacer le nom français, celui-ci, Clootz, donc, a pris pour argent comptant la mystique universaliste de la Déclaration des droits de l'homme, sans reconnaître que celle-ci était le fondement philosophique d'un projet politique, nous l'avons vu, celui d'une nation historique particulière, la France. Ou peut-être serait-il plus juste de dire que Clootz a méconnu la tension qui s'était instaurée d'emblée au cœur du projet révolutionnaire entre une ambition universaliste, celle des droits de l'humanité valant pour tous les lieux, pour toutes les personnes, et par ailleurs une ambition nationale consistant à fonder la communauté politique régénérée sur les ruines de l'Ancien Régime. Il faudrait alors considérer que Clootz s'est au fond trompé d'universalisme. Il n'a pas réussi à percevoir, à comprendre que le projet révolutionnaire était articulé sur l'équilibre difficile, à la fois instable et productif, entre plusieurs conceptions concurrentes de l'universel. À force de radicaliser la perspective cosmopolite, celle d'une république du genre humain, il a perdu de vue un autre aspect important, celui de l'inclusion de tous au sein d'une communauté nationale garante de l'égalité des droits. Et à ce titre, il est intéressant que Clootz ait été ouvertement, explicitement attaqué par une autre figure habituellement associée à l'universalisme révolutionnaire. Cette figure, c'est l'abbé Grégoire. C'est lui. Dès novembre 1792, à la tribune de la Convention, Grégoire profite du débat sur la réunion à la France de la Savoie pour dénoncer ce qu'il appelle les chimères de Clootz, et il lui oppose l'ordre du réel et de l'utile. Il déclare plutôt, « La République universelle étant politique, ce que la pierre philosophale étant physique », ce qui sonne évidemment comme un rappel à l'ordre. La disparition des nations au profit d'une unification politique lui semble irréalisable, voire dangereuse. Même si la diffusion internationale des principes de la Révolution est peu probable à court terme, car il faudrait auparavant convertir les peuples. Même la diffusion est peu probable à court terme, car il faudrait auparavant convertir l'ensemble des peuples à la liberté. Grégoire poursuit, et je cite encore, « Plusieurs contrées de l'Europe et de l'Amérique agrandiront bientôt le domaine de la liberté, mais quelques centaines de peuples seront encore longtemps étrangers aux vrais principes, et il est douteux que de sitôt ils soient adoptés par les écumeurs barbaresques, les voleurs de l'Arabie et les anthropophages de la mer du Sud. » Alors vous vous souvenez peut-être que des populations tatouées des îles des Antipodes que Volney avait généreusement conviées à son assemblée des peuples du monde, eh bien, les voilà devenus des anthropophages des mers du Sud et donc exclus de l'horizon immédiat du progrès. À l'universalité des principes s'oppose le constat d'une différence radicale entre l'Europe et le reste du monde, ou l'Europe et l'Amérique, disons l'Occident, et le reste du monde, un retard qui ne sera pas, qui ne pourra pas être comblé, dit Grégoire, avant longtemps. Le progrès de la civilisation est un long processus, mais il y a plus. Aux yeux de Grégoire, la République universelle de Clootz n'est pas seulement chimérique, elle est dangereuse. Elle est dangereuse car elle ne peut se réaliser que sous la forme d'une fédération lâche de peuples. Or, ce modèle, celle de la fédération des peuples, une fois importé dans l'ordre intérieur, risque d'en affaiblir la cohérence et l'homogénéité.
Grégoire poursuit, si au lieu de former un tout indivisible, on bornait ces fractions à des points de contact, ce serait le comble de la démence. Le système fédératif serait l'arrêt de mort de la République française. Peu importe d'ailleurs que Claustre ait été en réalité hostile au fédéralisme des Girondins, pour Grégoire, les rêves cosmopolites de la République universelle ne peuvent que nuire à l'unité et à la cohérence de la nation. Alors, à l'universalisme cosmopolite de Claustre, Grégoire oppose donc un autre principe, celui de l'indivisibilité de la nation républicaine française, qui implique de renforcer avant tout sa cohésion et son homogénéité. La résorption de l'écart entre les droits universels de l'homme et les droits historiques du citoyen ne passe pas par l'effacement des frontières, mais au contraire par l'unification politique et culturelle de la nation à l'intérieur de ses frontières et par l'extension de la citoyenneté, de façon à rendre effective l'égalité proclamée en 1789. Alors, Grégoire, vous le savez, a été un partisan résolu de l'émancipation des Juifs et un des défenseurs les plus actifs des droits des libres de couleur et des esclaves. Membre dès l'origine de la Société des Amis des Noirs, adversaire du lobby colonial sous la Constituante, il n'a jamais cessé le combat, même après le rétablissement de l'esclavage par Bonaparte en 1802. En 1808, il publie un texte très important de la littérature des nègres visant à démontrer l'existence de nombreux écrivains noirs, prouvant ainsi l'égalité intellectuelle et culturelle des Noirs contre tous les préjugés racistes et condescendants. Les Noirs, écrit Grégoire, appartiennent à la grande famille du genre humain et partant, ils doivent en remplir tous les devoirs et en exercer tous les droits. Ce double combat en faveur de l'égalité politique des Juifs et des hommes de couleur a valu à Grégoire d'être considéré comme un des principaux protagonistes de l'universalisme moderne. C'est d'ailleurs le sous-titre de la belle biographie intellectuelle que lui a consacrée Alissa Goldstein-Sepinwall sous le titre « L'abbé Grégoire et la Révolution française, naissance de l'universalisme moderne ». L'universalisme de Grégoire ne se contente pas d'affirmer les droits de tous à la liberté et à la citoyenneté. Il implique un travail politique et culturel de régénération des mœurs afin de forger la nation comme un collectif unifié et homogène. Son engagement, d'ailleurs, en faveur de l'émancipation des Juifs témoigne en ce sens et n'est pas exempt d'ambiguïté. J'y reviendrai plus longuement dans 15 jours. Ce souci d'inclure tous les individus, même les minorités jusque-là privées de droits, s'accompagnait en effet d'une profonde méfiance à l'égard, une profonde inquiétude plutôt, à l'égard de l'hétérogénéité de la nouvelle nation. C'est pourquoi une politique culturelle volontariste était nécessaire pour promouvoir des valeurs morales, civiques et spirituelles. La régénération était présentée comme un effet de la Révolution, mais aussi comme une condition de son succès. La notion elle-même avait plusieurs origines. Chez Grégoire, elle était de toute évidence ancrée dans son rapport au christianisme. Avant la Révolution, il avait été pendant presque 15 ans curé à Ambert-Ménil, en Lorraine. Il faisait partie de ces curés éclairés, réformateurs, soucieux d'instruire ses paroissiens. Plus tard, vous le savez, il se rapprochera du mouvement janséniste, on ne sait pas exactement à quelle époque, mais en tout cas, avant la Révolution, il se situe plutôt dans une tradition d'influence protestante, incarnée par le pasteur alsacien Jean-Frédéric Oberlin, célèbre pour son activité philanthropique et pédagogique. Élu aux États généraux, Grégoire arrive à Paris et se lie avec toute une série de jeunes prêtres radicaux qui s'enthousiasment pour la Révolution, sous la houlette de leur mentor, Adrien Lamourette, lui aussi prêtre, et qui avait été le professeur de Grégoire à Nancy.
Tous veulent réconcilier l'Église catholique avec les Lumières, puis avec la Révolution. Ils incarnent en ce sens une facette plutôt mal connue de la Révolution, celle que Rita Hermont-Belot appelle une révolution française catholique. Ils apportent une sensibilité religieuse, mais aussi pédagogique et populaire. Lamourette, comme Grégoire, vont devenir des figures importantes de l'Église constitutionnelle, ralliées à la constitution civile du clergé. Vous savez, Grégoire devient évêque de Blois, puis il sera député à nouveau sous la Convention, où il siégera avec la Montagne. Loin d'être un personnage secondaire, Grégoire est une figure majeure de la Révolution. Pour s'en convaincre, il suffit de voir la place que lui attribue Jacques-Louis David au moment de représenter le serment du jeu de paume en 1791. Au premier plan du fameux tableau inachevé, il fait figurer Grégoire, entouré de Don Gerle, un moine chartreux, et du pasteur Rabot-Saint-Étienne. Grégoire apparaît ainsi comme la conscience morale de la Révolution, selon l'expression de Caroline et Paul Chauplain. Bien sûr, l'imprégnation chrétienne était si importante au XVIIIe siècle que ces prêtres patriotes autour de Grégoire n'étaient pas les seuls, loin de là, à faire le lien entre l'œuvre morale de la Révolution et les idéaux de purification religieuse. Ainsi, Camille Desmoulins, dès 1789, comparait la régénération nationale au baptême. Il écrit, je cite, c'est le premier numéro des Révolutions de France et de Brabant, « Ce saint Paul, qui a été éloquent 2 ou 3 fois dans sa vie, écrit admirablement « Vous tous qui avez été régénérés par le baptême, vous n'êtes plus juifs, vous n'êtes plus samaritains, vous n'êtes plus romains, vous n'êtes plus grecs, vous êtes tous chrétiens. » C'est ainsi que nous venons d'être régénérés par l'Assemblée nationale. Nous ne sommes plus de Chartres ou de Montlhéry, nous ne sommes plus Picards ou Bretons, nous ne sommes plus d'Aix ou d'Arras, nous sommes tous Français, tous frères. Le souci de régénération est ici explicitement présenté comme un équivalent laïque de la conversion. L'universalisme chrétien, traduit dans le langage politique de la régénération nationale, débouche sur un idéal d'uniformité qui pose la question des limites culturelles et linguistiques à l'unification nationale. Et de fait, dès l'automne et l'hiver 1789-90, de nombreux députés sont effrayés par les révoltes paysannes, notamment en Bretagne et dans le Midi. Comment des régions entières peuvent-elles demeurer réfractaires à une politique de régénération révolutionnaire dont elles doivent bénéficier? Grégoire se convainc, avec d'autres, que l'obstacle est avant tout linguistique. Les populations rurales ne comprennent pas les décrets et les lois de l'Assemblée. Il lance alors, en août, une vaste enquête sur la présence des patois dans les différentes régions et sur la possibilité de diffuser plus largement l'usage du français. Il rédige un questionnaire, 43 questions, relatives aux patois et aux mœurs des gens de la campagne, et il l'envoie à des correspondants en province, mais aussi il l'a fait publier dans Le Patriote français, le journal de Brissot. L'enquête a une double ambition. Elle vise à la fois à s'informer sur les mœurs des campagnes, surtout loin de la capitale, et à préparer des mesures nécessaires pour mieux faire connaître les décisions des révolutionnaires. En ceci, même si elle semble préfigurer les enquêtes ethnographiques qui vont se développer à partir du XIXe siècle, l'enquête de Grégoire est d'abord l'héritière des grandes enquêtes de la monarchie et des enquêtes menées par les évêques dans leur diocèse, notamment à l'occasion des visites pastorales. Mais le geste même qui préside à l'enquête contribue à figer dans le passé les usages linguistiques et culturels qui sont décrits. Les parlers régionaux ne sont plus des idiomes, au même titre que le français, mais des patois, inférieurs en légitimité linguistique et politique.
C'est ce que Michel de Certeau, Dominique Julia et Jacques Revel, qui ont consacré en 1975 un livre important à l'enquête de Grégoire sur les patois, une politique de la langue. C'est ce qu'ils ont appelé la folklorisation de la différence. La culture populaire est désormais perçue par les élites révolutionnaires comme la survivance anachronique d'un passé qui doit être domestiqué, qui devient un objet de curiosité et aussi d'inquiétude. De fait, les députés qui sont, pour leur immense majorité, issus des milieux urbains, au moment de fonder une nation nouvelle, s'interrogent sur ces habitants de la France des campagnes que beaucoup d'entre eux connaissent mal. Bon, il est vrai qu'ils n'avaient pas à leur disposition le salon de l'agriculture pour prendre le pouls des agriculteurs et flatter la croupe des vaches, donc ils font avec une enquête, et de fait, certaines des questions de l'abbé Grégoire sont très générales. Les gens de la campagne ont-ils le goût de la lecture? Oui, bonne question. Ont-ils beaucoup de préjugés? Et dans quel genre? Quels effets moraux produit chez eux la révolution actuelle? Trouve-t-on chez eux du patriotisme ou seulement les affections qu'inspire l'intérêt personnel? Les réponses, qui sont conservées à la bibliothèque de Port-Royal et à la Bibliothèque nationale de France, témoignent d'ailleurs des hésitations et les doutes des correspondants de Grégoire, qui eux-mêmes sont en réalité des observateurs incertains face aux réalités villageoises. Il reste que la question linguistique domine très largement le questionnaire. C'est la première des 43 questions. L'usage de la langue française est-il universel dans votre contrée? Y parle-t-on un ou plusieurs patois? Plus frontalement, le questionnaire pose un peu plus loin la question des remèdes à la diversité linguistique. Je cite, « Quelle serait l'importance religieuse et politique de détruire entièrement ce patois? Quels en seraient les moyens ?» Le projet de destruction des patois, qui sera au cœur du discours de Grégoire en l'an 2, nous allons le voir dans un instant, est déjà envisagé, et vous remarquez qu'à ce moment-là, en 1790, l'importance religieuse est mentionnée avant l'importance politique. Vous avez entendu l'usage. Quelle serait l'importance religieuse et politique de détruire entièrement ce patois? De fait, Grégoire n'avait pas attendu la Révolution pour se préoccuper de cette question de la régénération de la population française, qui passait indissociablement pour lui par les lumières de la religion et par celles de la raison, et qui impliquait la diffusion de la langue française, vecteur des unes et des autres. Voilà ce qu'il écrivait dès 1788. En Europe, et nulle part que je sache sur le globe, aucune langue nationale n'est universellement usitée par la nation. La France a dans son sein peut-être 8 millions de sujets, dont les uns peuvent à peine balbutier quelques mots estropiés ou quelques phrases disloquées de notre idiome. Les autres l'ignorent complètement. On sait qu'en Basse-Bretagne et par-delà la Loire, en beaucoup de lieux, le clergé est encore obligé de prêcher en patois local sous peine de n'être pas compris s'il parlait français. Les gouvernements ignorent ou ne sentent pas assez combien l'anéantissement des patois importe à l'expansion des Lumières, à la connaissance épurée de la religion, à l'exécution facile des lois, au bonheur national et à la tranquillité publique. Vous voyez, l'expansion des Lumières est associée à la connaissance de la religion. Le clergé est donné en modèle, tandis que le vocabulaire de l'universel désigne un usage général dans un cadre national, voire même régional. Universellement signifie par tous les habitants d'un même territoire. En 1790, toutefois, l'enquête de Grégoire sur les patois, sous-tendue donc par ce projet unificateur qu'il exposait déjà 2 ans plus tôt, eh bien, cette enquête n'est pas la seule option des députés. Les révolutionnaires ont aussi cherché à promouvoir une politique systématique de traduction des lois et des décrets dans les différentes langues régionales, permettant donc de rendre compatible la construction politique nationale avec
une forme de multilinguisme. En janvier 1790, à l'initiative donc d'un député flamand, Bouchette, l'Assemblée lance un grand programme de traduction pour faire connaître dans les provinces l'esprit des lois votées par l'Assemblée. Comme l'a remarqué Anne Simonin, la traduction exalte plutôt que les droits du peuple son devoir d'obéissance. Pour les provinces occitanes, un journaliste du Tarn, Dugas, constitue un véritable cabinet de traduction et il réussit à convaincre les autorités qu'il est nécessaire d'effectuer une traduction différente par département. Les traductions sont contrôlées à Paris, au ministère de la Justice, mais elles prennent du temps et elles ne sont pas très satisfaisantes, notamment parce qu'il est en réalité très difficile de traduire précisément des textes juridiques extrêmement formalisés, souvent abstraits, dans des patois. Ce qui prouve, remarquons-le en passant, que la langue du droit n'est pas tout à fait aussi universelle que le pensaient les députés. Dugas, à la tête d'une véritable entreprise, demande de fortes sommes, alors même que ces traductions sont parfois rejetées au niveau des autorités départementales. Au final, il ne sera jamais entièrement payé. On trouve dans les archives toute sa correspondance dans laquelle il réclame pendant des années les arriérés de paiement. Et au final, cet échec contribue à affaiblir la politique de traduction. Et pourtant, encore en juin 1793, le Comité de salut public réaffirmait la nécessité, afin d'éclairer l'opinion des citoyens, d'établir incessamment un bureau de traduction chargé de traduire en allemand, en italien, en bas-breton, en basque, les lois, actes et bulletins de la Convention. Mais le résultat, là encore, est très décevant, comme l'a relevé Egoitz Urrutikoetxea, le député Pierre d'Iturbide, au Pays basque, qui s'est lui-même chargé de quelques traductions, doit reconnaître que seuls quelques textes ont été traduits et que la population reste très largement ignorante de la Révolution. Alors en l'an 2, cette situation n'est plus tenable face aux menaces intérieures et extérieures auxquelles la République fait face. Dans ce contexte, le discours patriotique d'unification de la nation revient en force, à la fois politique et éducatif. La question de la langue devient dès lors cruciale. Le 8 Pluviose en 2, donc le 27 janvier 1794, Bertrand Barrère, donc un des principaux membres du Comité de salut public, présente un rapport sur les idiomes en faveur du français contre, dit-il, le complot de l'ignorance et du despotisme. L'ignorance et le despotisme vont ensemble et s'appuient sur ces jargons barbares, dit-il, que sont le breton ou l'occitan. C'est Barrère qui parle, je n'ai pas de problème avec les... D'ailleurs, écoutons-le, puisque c'est lui qui parle. Il a écrit ceci. Nous avons révolutionné le gouvernement, les lois, les usages, les mœurs, les costumes, le commerce et la pensée même. Révolutionnons donc aussi la langue, qui est leur instrument journalier. Vous avez décrété l'envoi des lois à toutes les communes de la République, mais ce bienfait est perdu pour celles des départements que j'ai déjà indiqués. Les lumières, portées à grands frais aux extrémités de la France, s'éteignent en y arrivant, puisque les lois n'y sont point entendues, n'y sont pas entendues. Le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton, l'émigration et la haine de la République parlent allemand, la contre-révolution parle l'italien et le fanatisme parle le basque. Cassons ces instruments de dommage et d'intérêt. En vérité, le rapport de Barrère est traversé d'une tension entre le souvenir du prestige dont le français bénéficiait en Europe depuis le règne de Louis XIV et les impératifs immédiats, ceux d'une langue nationale et de la cohésion révolutionnaire. Le français ne doit plus être associé au court et à l'absolutisme. Désormais, il est la langue de la Déclaration des droits de l'homme, la langue de la liberté et de l'égalité. Il a donc, certes, vocation à accompagner la diffusion mondiale des principes de la Révolution, mais il doit, avant tout,
servir à l'unification culturelle et politique de la nation. La transformation du français en langue universelle, dit Barrère, elle se fera. Elle se fera naturellement, elle suivra les conquêtes des armées révolutionnaires et la diffusion des principes républicains, mais en revanche, la diffusion en France même est un impératif politique extrêmement urgent. C'est ce qu'il conclut ainsi, je le cite, « Il n'appartient qu'à la langue française de devenir la langue universelle, mais cette ambition est celle du génie de la liberté, il la remplira. Pour nous, nous devons à nos concitoyens, nous devons à l'affermissement de la République de faire parler sur tout son territoire la langue dans laquelle est écrite la Déclaration des droits de l'homme. » Suivant les recommandations du rapport, la Convention décide donc l'installation d'un instituteur de langue française dans chaque village des départements où les langues régionales sont dominantes, et donc notamment en Bretagne, en Alsace, dans le sud-ouest, dans les Alpes-Maritimes. Quelques mois plus tard, le décret du 2 Thermidor en 2, le 20 juillet 1794, impose que tout acte juridique, même sous seing privé, soit rédigé en français. Entre-temps, Grégoire est revenu sur scène et a présenté à son tour un rapport. Cette fois, c'est le 16 prairial, c'est-à-dire le 5 juin 1794, au plus fort de ce qu'on appelle le gouvernement de la terreur, ce qu'on appellera plus tard le gouvernement de la terreur. Un discours devenu fameux dans l'histoire des politiques linguistiques de la Révolution. Grégoire s'appuie sur les résultats de son enquête, mais il transforme ce qui était encore, nous venons de le voir, ce qui était encore dicté par un désir de connaissance, en un véritable programme politique. Éradiquer, anéantir les patois. Alors, la lutte du français contre le latin est présente, il l'évacue assez rapidement, mais il s'agit d'abord d'imposer le règne sans partage de la langue de la raison et des droits de l'homme, le français. Pour cela, les autres idiomes sont renvoyés à un statut subalterne, mais surtout apparaissent comme des menaces politiques. Comme chez Barrère, ils sont les langues de la superstition et de la contre-révolution. Ils menacent la France de morcellement, et Grégoire réactive le mythe biblique de Babel, cette fois à l'échelle de la communauté nationale. La diversité des langues risque de ruiner tout effort collectif. On trouve au même moment, par exemple, chez le grammairien François Urbain Domergue, qui était l'auteur et le rédacteur du Journal de la langue française, et qui était surnommé le grammairien patriote, c'est un beau surnom ça, le grammairien patriote, il écrit au même moment « La République, une et indivisible dans son territoire, doit être une et indivisible dans son langage. » Donc, ouais, ça, c'est très clair. Chez Grégoire, on a le même thème, avec une ambition qui, nous l'avons vu déjà en 1790, peut se réclamer des philosophes du XVIIIe siècle, au sens où une langue commune doit permettre la diffusion du savoir dans tout le corps social. Alors que les langues locales, dit Grégoire, sont un obstacle à la propagation des Lumières. Néanmoins, comme l'a remarqué l'historien américain David Bell, la question de l'unification linguistique était peu présente chez les écrivains de l'Ancien Régime, sans doute parce qu'au fond, les philosophes ne se préoccupaient guère de la réception de leurs écrits chez les paysans basques ou bretons, tandis que les missionnaires catholiques, eux, prêchaient oralement et n'hésitaient pas à utiliser les patois pour se faire comprendre des paysans, comme d'ailleurs Grégoire le rappelait à l'instant. Alors la Révolution a modifié la donne, et notamment parce que la régénération nationale passe désormais par la diffusion de l'imprimé dans les couches populaires, notamment pour la connaissance des lois nouvelles. Ce sont les exigences politiques de la construction nationale et l'horizon démocratique qui rendent nécessaire la diffusion des lois dans toute la population. Les deux questions sont désormais liées, comme l'écrit Grégoire dans son rapport, je cite, « La résurrection de la France s'est opérée d'une manière imposante. Elle se soutient avec majesté, mais le retour d'un peuple
à la liberté ne peut en consolider l'existence que par les mœurs et les lumières. C'est pourquoi la question pédagogique est centrale dans la réflexion de Grégoire, mais il ne s'agit pas, comme chez Condorcet, de former des esprits autonomes et critiques, mais plutôt d'inculquer des valeurs, de façonner les âmes, de lutter contre les mauvaises influences. Éduquer, c'est régénérer, c'est développer des vertus républicaines, c'est forger un esprit patriotique et national. D'où, et c'est très frappant chez Grégoire et chez d'autres proches de lui, d'où ce mélange d'optimisme et de pessimisme. Comme l'a relevé Mona Ozouf, et je la cite, « Miser sur l'éducation comporte toujours deux versants. Pour peu qu'on use, comme le fait si souvent Grégoire, de la métaphore de l'être humain comme cire molle, on nourrit l'espoir qu'avec des moyens adéquats, il doit être possible de modeler l'homme à volonté. Mais cette éducation a son revers obligé de méfiance. Celui qui tient l'homme pour un être impressionnable doit toujours craindre un contre-enseignement susceptible de défaire, voire de retourner le premier. » Alors, on n'a sans doute pas assez porté attention au titre même du rapport de Grégoire, qui est celui-ci, « Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et d'universaliser la langue, l'usage de la langue française. » Le champ lexical de l'universel, on l'a vu il y a un instant, était déjà présent en 1790 dans cette acception, c'est-à-dire celle de l'usage général sur un territoire. Cette insistance, toutefois, sur l'universalisation du français fait écho à une toute autre conception de l'universalité de la langue française, défendue 10 ans plus tôt par Rivarol. Celui-ci, Antoine Rivarol, était alors un jeune écrivain, arrivé à Paris à la fin des années 1770, en provenance d'Avignon, grand admirateur de Voltaire, et qui avait commencé à se construire une petite réputation comme journaliste, homme d'esprit, polémiste et satiriste. Un de ses principaux coups d'éclat fut, en 1788, la publication du Petit Almanach de nos grands hommes, dans lequel, au fond, il tournait en ridicule les écrivains en vue avec une réjouissante méchanceté. Rivarol se présentait noble, ce qu'il n'était pas, et se faisait appeler donc comte de Rivarol, et il prit ensuite fait et cause pour la défense de la monarchie sous la Révolution, choisissant finalement l'émigration en 1792, et il ne revint jamais en France puisqu'il mourut à Berlin en 1801. Bref, un profil entièrement différent de Grégoire, non pas un prêtre radical et révolutionnaire, mais un voltairien spirituel et réactionnaire. Vous voyez que le lien entre les Lumières et la Révolution est parfois un peu moins simple que ne le voudrait la Vulgate. En 1783, Rivarol participe au concours de l'Académie de Berlin qui portait sur l'universalité de la langue française. La question exacte était: qu'est-ce qui a rendu la langue française universelle? Pourquoi mérite-t-elle cette prérogative? Est-il à présumer qu'elle la conserve? Vous le voyez, le caractère universel du français n'était pas ce qu'il fallait démontrer, mais ce qu'il fallait expliquer. Il était posé comme une évidence, un fait acquis, et on peut y voir l'influence, évidemment, de Frédéric II, francophone et francophile notoire. L'époque n'était plus à l'invention de langues universelles artificielles, comme Leibniz et d'autres avant lui en avaient rêvé au XVIIe siècle, mais à l'affirmation que le latin, langue commune des élites européennes, avait été supplanté par le français. Rivarol remporta le premier prix. Alors on dit toujours qu'il a remporté le premier prix, en réalité, ex aequo avec Johann Christoph Schwab, et il semble même que Rivarol était en fait repêché par le frère de Frédéric II, le prince Henri. Bref, ce qui est important, c'est que Rivarol donc, défendait l'universalité de la langue française sur un double plan, à la fois empirique et normatif. Largement diffusée au sein des élites européennes, la langue française est réputée plus claire, plus rationnelle, plus logique. Ce deuxième élément est d'ailleurs
expédiée assez rapidement par Rivarol, qui n'était ni grammairien ni linguiste, et il se contente de mettre en valeur le fait que l'ordre des mots en français, sujet, verbe, complément, est totalement fidèle à l'ordre logique, et que cet ordre donne à la langue une perfection de clarté et de rationalité que d'autres langues, plus poétiques ou plus musicales, ne peuvent atteindre. Bon, vous voyez que c'était assez sommaire comme argumentation, mais l'universalité du français, pour Rivarol, est avant tout le résultat d'un processus historique. Elle est le résultat d'une construction nationale qui a fait du français la langue du roi, au détriment des autres langues présentes sur le territoire, privées, elles, du prestige monarchique. Elle découle donc de la grandeur politique, culturelle et militaire du règne de Louis XIV, puis du prestige des grands écrivains français du XVIIIe siècle, Voltaire en tête, et Rivarol en profite pour glisser un éloge de son grand homme, écrivant à propos de Voltaire, il attacha son nom à toutes les découvertes, à tous les événements, à toutes les révolutions de son temps, ayant caché le despotisme de l'esprit sous des grâces toujours nouvelles, il devint une puissance en Europe et fut pour elle le français par excellence, lorsqu'il était pour les Français l'homme de tous les lieux et de tous les siècles. Il joignit enfin à l'universalité de sa langue son universalité personnelle. Alors, on peut avoir une universalité personnelle, bon, c'est une jolie découverte. Voltaire, vous le remarquez, n'incarne pas ici les Lumières au sens d'un idéal de propagation sociale de la connaissance. Il figure le grand écrivain, à la fois national et universel, lu et admiré partout en Europe. Voltaire n'incarne donc pas un projet intellectuel et politique, mais il symbolise une hégémonie culturelle perçue comme le résultat d'une domination politique, équivalente à celle de l'Empire romain jadis. Rivarol peut alors écrire, je le cite, « Le temps semble venu de dire le monde français comme autrefois le monde romain. » Et il déploie ainsi un motif qui ne vous surprend pas parce que nous l'avons rencontré au cœur du discours franco-centriste de la civilisation, articulé à l'idée de Paris comme nouvelle capitale de l'Europe. À ce titre, le discours de Rivarol doit bien être pris pour ce qu'il est, c'est-à-dire un discours idéologique, qui d'ailleurs ne s'embarrasse ni de sources, ni de notes, ni de références. Un discours idéologique qui exagérait d'ailleurs la diffusion européenne du français, alors même que celui-ci, enfin, celle-ci, la diffusion, était plutôt en recul, concurrencée notamment par les progrès de l'allemand et de l'anglais dans l'Europe du Nord. Et de toute façon restreint à une frange réduite des élites aristocratiques et savantes. Même si c'est une question qui reste assez largement discutée, je ne rentre pas dans ces détails sur l'histoire européenne de la langue, l'état des lieux le plus récent, à la fois le mieux documenté et nuancé, se trouve dans la thèse de Matthew MacDonald, dont vous avez ici la référence. Quoi qu'il en soit, l'ambition de Rivarol, dont le texte est inlassablement cité aujourd'hui encore par les nostalgiques de l'Europe française, était avant tout une pièce d'éloquence académique consistant à justifier une hégémonie culturelle et linguistique, sans doute plus rêvée que réelle. Vous l'avez compris, c'est dans une toute autre perspective que se situait Grégoire. L'universalité du français n'est plus un constat culturel, c'est un projet politique. Peu lui importait que les élites européennes parlent le français, surtout s'il s'agissait des élites contre-révolutionnaires et des cours européennes. En revanche, Grégoire constate avec effroi son manque de pénétration dans les provinces françaises et il veut donc l'universaliser à l'échelle de la nation. Ce n'est plus la langue qui doit être universelle, c'est son usage. Et non pas à l'échelle de l'Europe ou du monde, mais à l'échelle de la France. Le français doit être l'instrument qui fait de chaque individu le membre de la même communauté historique et le rend apte, par conséquent, à bénéficier des droits universels garantis aux citoyens. Universaliser, ici, consiste à construire une nation homogène,
à faire disparaître les particularités. Le nationalisme linguistique ne s'oppose pas à l'universalisation de la langue, il en devient une des modalités. Il faut que la langue soit universalisée en tant que langue nationale, c'est-à-dire rendue homogène sur le territoire, pour être porteuse d'une nouvelle universalité, non plus celle de la communication aristocratique et diplomatique, mais celle de la nation elle-même comme forme moderne de la démocratie. Le scandale que dénonce inlassablement Grégoire tient dans cet écart entre le modèle que la Révolution offre au monde, à ses yeux, et l'hétérogénéité interne persistante de la nation. Par exemple, il écrit « Ainsi, avec 30 patois différents, nous sommes encore pour le langage à la tour de Babel, tandis que pour la liberté, nous formons l'avant-garde des nations. » Grégoire reprend alors les termes mêmes de la critique qu'il avait portée contre Claude sur le caractère chimérique d'une universalité sans nation. Il écrit « Une langue universelle est dans son genre ce que la pierre philosophale est en chimie. » Alors, vous voyez, c'est reconnu, c'est exactement la même formule, comme quoi les hommes politiques n'ont pas beaucoup changé. Hein, déjà à l'époque, quand ils avaient une bonne punchline, ils n'hésitaient pas à la réutiliser. J'imagine assez bien l'abbé Grégoire faisant le tour des matinales avec sa blague sur la pierre philosophale. Et voilà, il aurait fini par se faire épingler par Yann Barthès. Mais enfin bref. En revanche, il est vain, dit Grégoire, donc là, la langue universelle est impossible. En revanche, il est absurde. Donc il est absurde de vouloir unifier linguistiquement l'humanité, mais en revanche, il est tout à fait possible de consolider les acquis de la Révolution en faisant de la France une nation culturellement homogène. Et c'est une citation un peu longue, mais qui mérite d'être lue. L'état politique du globe bannit à jamais l'espérance de ramener les peuples à une langue commune. Cette conception, donc formée par quelques écrivains, est également hardie et chimérique, là c'est la citation que je viens de faire, mais on peut au moins uniformer le langage d'une grande nation, de manière que tous les citoyens qui la composent puissent sans obstacle se communiquer leurs pensées. Cette entreprise, qui ne fut pleinement exécutée chez aucun peuple, est digne du peuple français, qui centralise toutes les branches de l'organisation sociale et qui doit être jaloux de consacrer au plus tôt, dans une république une et indivisible, l'usage unique et invariable de la langue de la liberté. La langue de la liberté, c'est donc le titre de cette séance, et vous voyez que dans cette citation, dans ce texte, Grégoire mêle trois arguments. Un argument issu des Lumières, celui de la communication sans contrainte entre les individus. La langue commune est la base de la discussion publique et de la circulation des idées. Un argument ensuite sur la centralisation et le besoin d'uniformisation du pays. On peut uniformer, le verbe, ce n'est pas une faute de frappe, c'est uniformer. Il faut uniformer la langue d'une grande nation. Tout un réseau de termes ici qui font système, donc uniformer, mais aussi centralisation, indivisibilité, usage unique et invariable. Enfin, troisième argument, l'idée que le français n'est pas une langue comme les autres, c'est la langue de la liberté qui montre à tous la voie du progrès. Prestige national et modèle universel se mêlent pour donner une leçon politique au monde entier. Il est certain que cette conception de la nation, fondée sur l'uniformisation culturelle et linguistique, qui fusionne l'imaginaire missionnaire chrétien et l'universalisme historique des Lumières, a joué un rôle extrêmement important. Néanmoins, il faut quand même préciser, cet idéal d'homogénéité est resté à ce stade assez virtuel et programmatique de l'ordre de l'exhortation. Le discours de Grégoire, on l'oublie souvent, n'est suivi d'aucune mesure concrète, si bien qu'il est excessif de parler, comme le faisait Ferdinand Bruno,
de terreur linguistique. En réalité, la pratique des patois et des langues régionales a très peu reculé sous la Révolution. Il faudra attendre plutôt la Troisième République. En fait, les équivoques de la mise en œuvre du projet de Grégoire sont immédiatement soulignés à la Convention. Le 15 juin 1794, après la lecture du rapport, un député demande que le rapport de Grégoire soit traduit dans tous les patois. Commentaire d'un témoin, on a cru d'abord qu'il y avait de l'ironie dans sa proposition, mais l'orateur a prouvé qu'il parlait très sérieusement. C'est le problème avec l'ironie, elle n'est pas toujours là où on croit, mais quoi qu'il en soit, la proposition est évidemment rejetée. Alors, il y a aussi une question de timing. 1 mois et demi plus tard, c'est le 9 Thermidor et la chute de Robespierre. Alors, dans les histoires de la Révolution, vous savez, on nous raconte toujours que c'est une rupture absolue. Alors, les uns se réjouissent. C'est la fin de la terreur, la mort du tyran, la Révolution retrouve son équilibre libéral. Les autres se désolent, la réaction a triomphé, l'espoir révolutionnaire est mort. Ils ont en commun de considérer que, au fond, la Révolution désormais perd tout son intérêt. Il faudra attendre le coup d'État du général Bonaparte 5 ans plus tard pour que l'histoire de France renoue avec l'épopée. En réalité, la rupture de Thermidor n'est pas du tout aussi nette qu'il n'y paraît. Bien sûr, les Thermidoriens vont s'empresser de construire la légende noire de la terreur robespierriste, tout en démantelant progressivement les institutions du gouvernement révolutionnaire, surtout d'ailleurs à partir du printemps 1795, après les émeutes de Germinal et Prairial. Mais sur bien des points, l'imbrication du politique et du culturel reste plus vive que jamais, même s'il s'agit désormais principalement de civiliser le peuple, c'est-à-dire à la fois de l'instruire et de modérer ses passions, en l'intégrant à un modèle culturel défini par les élites intellectuelles et savantes. Et Grégoire, justement, voyez, on le suit aujourd'hui jusqu'au bout, Grégoire incarne parfaitement cette continuité dans la rupture, notamment à travers les 3 rapports qu'il présente à la Convention sur le vandalisme révolutionnaire, c'est-à-dire à l'automne 1794, c'est-à-dire sur la destruction des biens, des bâtiments et des œuvres artistiques. Vandalisme est un néologisme. Grégoire se flattera d'avoir inventé le mot, dit-il, pour tuer la chose. En revanche, les vandales étaient déjà très présents dans le langage des Lumières, où ils figuraient comme l'archétype des barbares, des destructeurs, comme une sorte d'antithèse absolue des Lumières et de la civilisation. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sous la Terreur, les robespierristes déjà avaient reproché à Hébert et à ses amis d'avilir la langue française, de détruire les arts et de se comporter comme des barbares et des vandales. Si bien que la dénonciation du vandalisme permet à Grégoire un double usage. D'une part, rejeter l'héritage de Robespierre en accusant les terroristes d'avoir persécuté les sciences et les savoirs, de l'autre, approfondir le programme d'instruction dans la lignée des Lumières qu'il avait lui-même défendu l'année précédente. Le moment thermidorien est en effet marqué par un retour en force des idéaux savants. Lavoisier et Condorcet sont promus en martyrs des sciences et de la philosophie, on crée les grandes écoles, l'école normale supérieure, l'école polytechnique, on reconstitue les académies sous la forme de l'Institut national, on crée le musée des monuments nationaux, etc. Il ne s'agit plus seulement d'alphabétiser pour permettre la pénétration des lois révolutionnaires, comme l'année précédente, même si ça reste un enjeu important. Il s'agit plutôt de civiliser le peuple, ce qui implique, comme l'a bien montré d'ailleurs Bronislaw Bajko dans son livre important sur Thermidor, il s'agit d'imposer une nouvelle figure du pouvoir, un pouvoir qui n'est pas seulement l'émanation de la volonté populaire, mais qui est aussi un pouvoir civilisateur, un pouvoir chargé de civiliser le peuple, c'est-à-dire de l'éclairer
tout en désamorçant, et c'est important évidemment, tout en désamorçant son potentiel d'intervention politique. Les Vandales, ce sont aussi les couches populaires lorsqu'elles ne sont pas encore éclairées et civilisées par l'alliance bienfaisante d'un pouvoir modéré et des élites savantes. Alors la nouveauté, c'est que la question de l'universalisme retrouve tout d'un coup une dimension cosmopolite. Héritage, bien sûr, de la République des lettres et des sciences que les thermidoriens s'avisent de faire revivre, mais dans un contexte international nouveau, celui, depuis le début de l'été 1794, celui des victoires militaires des armées de la République. Et donc des conquêtes françaises en Europe. Dès lors, vous le voyez bien, le patriotisme révolutionnaire prend une forme culturelle inédite où l'unification nationale s'ancre à la fois sur la préservation du patrimoine historique, mais aussi sur le fait de faire de Paris la capitale de la liberté, le lieu où doivent converger tous les chefs-d'œuvre. La France acquiert par là une vocation aussi universelle que conquérante, selon la formule de Bronislaw Bajko. Depuis l'été 1794, les œuvres d'art saisies en Belgique et aux Pays-Bas arrivent à Paris et viennent nourrir les collections du Louvre. Voici devenu le muséum. Voici comment Luc Barnier, lieutenant d'un régiment de hussards, vient présenter à la Convention la bonne nouvelle entre deux discours de Grégoire. Je cite, « Les ouvrages immortels que nous ont laissés les pinceaux de Rubens, de Van Dyck et des autres fondateurs de l'école flamande ne sont plus dans une terre étrangère. Réunis avec soin par les ordres des représentants du peuple, ils sont aujourd'hui déposés dans la patrie de l'art et du génie, dans le patrie de la liberté et de l'égalité sainte, dans la République française. C'est là, au Muséum national, que désormais l'étranger viendra s'instruire. » Quant à Grégoire, il se réjouit que Paris soit la capitale de l'humanité, ayant vocation à rassembler les œuvres d'art de toute l'Europe. Patrie de la liberté, la France devient aussi la patrie de l'universel, c'est-à-dire la patrie de tous les chefs-d'œuvre du passé. Je cite encore Grégoire, « L'école flamande se lève en masse pour venir orner nos musées. » C'est une phrase extraordinaire, Il ne s'agit plus seulement d'un patrimoine national, mais d'un patrimoine universel qui est surtout un patrimoine annexé selon la formule de Bénédicte Savoy. Ce virage conquérant et impérialiste de l'universalisme révolutionnaire, entamé sous la Terreur, poursuivi par les thermidoriens, s'accompagne d'un discours d'autoglorification patriotique incessant où le prestige de la langue française joue un rôle non négligeable. Comme l'avait noté Paul Hazard dans son grand livre sur les lettres italiennes et la France, rarement l'orgueil national n'a été aussi haut. Selon Paul Hazard, la France met à se louer elle-même une impudeur naïve et ridicule. Il est facile de constituer, d'ailleurs, j'aurais pu m'amuser à faire toute la séance à partir d'une espèce de florilège de discours grandiloquents sur l'orgueil national. Par exemple, j'en prends un au hasard seulement, Poultier, dans ses discours décadaires, quel est ce peuple étonnant qui, dans le cours d'une révolution orageuse, a montré tant de constance, développé tant d'énergie, affronté tant de dangers, vaincu tant d'obstacles, écrasé tant de factions? Quel est ce peuple, enfin, qui, marchant avec rapidité vers la perfection sociale, n'a jamais eu de modèle et doit en servir à l'univers? C'est le peuple français. Alors, oui, servir de modèle à l'univers. Alors, voilà, je prends juste cet exemple, il y en a évidemment énormément, c'est-à-dire une idée que la supériorité française est à la fois sociale, politique, culturelle et intellectuelle. Et évidemment, la langue tient dans ces discours une place considérable car elle permet d'associer le prestige ancien du français dans l'Europe du XVIIIe siècle, modèle Rivarol si vous voulez, avec le motif nouveau de la langue de la liberté, celle des principes républicains. Et donc le tout dans un contexte nouveau, celui des victoires militaires. Dès lors, ce n'est plus la question des patois qui est au cœur du débat, car l'unité nationale semble désormais moins menacée, c'est celle des langues étrangères, des autres grandes langues européennes.
quelle place leur faire dans une Europe dominée par ce que l'on commence à appeler la grande nation, c'est-à-dire la France. Alors par exemple, lors d'un débat au Conseil des 500, la nouvelle assemblée du Directoire, à l'été 1796, Louis-Sébastien Mercier s'oppose vivement à la création de chaires de langue vivante dans les écoles centrales, au nom de l'universalité du français qu'il souhaite imposer comme unique langue républicaine. La France, dit-il, n'a plus à s'assujettir, le terme est intéressant, à s'assujettir à étudier des idiomes étrangers. Elle peut exiger, au nom de ses victoires militaires, que sa langue serve d'outil de communication unique. Voici la conclusion. Les relations politiques d'un peuple vainqueur exigeraient peut-être que ses écrivains commandassent aujourd'hui, ainsi que ses guerriers, et qu'il ne fût plus question de la littérature de nos voisins, la nôtre étant assez riche pour offrir tous les modèles et pour marier à son caractère la dignité d'une langue universelle. Mercier rejoint ici deux préoccupations, celle du français comme langue universelle par sa diffusion internationale et celle de l'universalisation du français comme langue nationale. Cette double universalisation, nationale-internationale, est fondée sur la relation asymétrique entre la France et les pays vaincus, dont la littérature, vous l'avez entendu, doit disparaître au profit de la littérature française. Là encore, méfions-nous de trop simplifier, la position de Mercier n'est pas hégémonique. D'autres, par exemple Frédéric Lamarck, le secrétaire du directoire exécutif, plaident à l'inverse pour l'apprentissage des langues étrangères et pour la diversité linguistique, tandis que de nombreuses publications en langues étrangères cherchent à adapter les principes républicains dans les nouveaux territoires conquis ou libérés, comme l'ont montré notamment Jean-Luc Chappé et Virginie Martin. La politique de traduction des lois est réactivée, mais cette fois, ce n'est plus à destination des provinces intérieures, mais à destination des régions nouvellement conquises et des républiques sœurs. Telle est la question, des républiques sœurs. Telle est la question, en effet, qui divise les républicains sous le Directoire. Faut-il favoriser la pluralité linguistique à l'échelle européenne, la circulation entre les langues et la multiplicité des traductions, ou faut-il imposer le français comme langue universelle, langue de la liberté de la grande nation? Une troisième position, encouragée par certains savants, notamment ceux qu'on appelle les idéologues, c'est-à-dire les héritiers notamment des Lumières et surtout de Condillac et de Condorcet, eh bien, cette troisième position consiste à réactiver le vieux rêve d'une langue universelle artificielle, celle-là même que Grégoire jugeait illusoire. La position de Mercier, donc, qui n'est pas isolée, indique néanmoins l'existence d'un impérialisme universaliste qui identifie les intérêts militaires et culturels de la puissance française avec les progrès de la raison à partir d'une conception homogène de la culture républicaine. On peut y voir, je crois, l'origine de l'universalisme républicain, à condition de reconnaître que celui-ci est concurrencé dès la Révolution par d'autres conceptions plus ouvertes, plus pluralistes, mais rapidement recouvertes par l'effet discursif de la position universaliste. Alors pour finir et en guise de conclusion, faisons un petit saut dans le temps. La question de la langue, aujourd'hui, vous le savez, je l'avais rappelé lors de la toute première séance, la question de la langue est au cœur des débats sur l'universel et l'universalisme. À la globalisation de l'anglais, langue de communication mondiale, qui est aussi la langue de l'impérialisme américain, mais aussi aux prétentions historiques des autres langues marquées par l'impérialisme, comme le français ou l'espagnol, par exemple. Et oui, l'impérialisme, pas seulement l'impérialisme américain. Eh bien, à cette double prétention, eh bien, certains opposent un universel de la traduction, enfin, beaucoup d'auteurs ou de philosophes contemporains opposent un universel de la traduction, c'est-à-dire la valorisation de la pluralité linguistique obligeant à la comparaison, au décentrement, à la confrontation. Il n'y a d'universel concret que dans la pluralité et la reconnaissance de la pluralité des langues et dans l'expérience surtout
de la pluralité des langues, comme le défend Souleymane Bachir Diagne. Je n'y reviens pas, j'avais exposé cette position de cet universel de la traduction. En France, cette proposition séduit ceux qui voient d'un mauvais œil l'hégémonie de l'anglais, mais elle heurte les nostalgiques du temps où le français pouvait continuer à revendiquer son universalité. Cette ambition, celle de l'universalité du français, relève moins, comme on le croit parfois, d'un héritage colonial que de l'héritage révolutionnaire. Et de fait, nous venons de le voir, la Révolution a produit une alliance très puissante entre la langue française, la nation et la République. La langue est devenue un des principaux supports du discours universaliste français. Elle a permis la fusion entre deux conceptions de l'universalité. La première, je me répète un peu, vous l'avez compris, insiste sur l'unification nationale, la cohésion patriotique de la nation, avec une homogénéité qui retraduit dans le langage des Lumières et des valeurs républicaines le vieux discours missionnaire de l'universalisme chrétien. La seconde donne la culture française en modèle au monde entier, ses grands écrivains, sa littérature, sa langue à vocation universelle. Les deux dimensions finissent par se confondre, fusionnant le discours des valeurs républicaines et celui du prestige international de la France. Ce nouage des deux conceptions de l'universalisme autour du culte que la France voue à sa propre langue nationale n'a pas disparu. Bien au contraire, il n'a fait que se renforcer depuis 2 siècles. D'une part, la méfiance perdure toujours à l'égard des langues régionales, comme si le danger, le péril du babélisme dont parlait Grégoire était toujours bien vivant. Et je vous signale par exemple que la France n'a toujours pas ratifié la charte européenne des langues régionales et minoritaires du Conseil de l'Europe, pourtant signée et ratifiée par 28 pays européens. Au contraire, cette charte date de 1992, et au contraire, la même année, la France a rajouté un article à la Constitution de la Ve République qui stipule que la langue de la République est le français. D'autre part, l'idée que le français n'est pas une langue comme une autre, qu'elle a donc vocation à être une langue universelle, soit par sa nature propre, soit par son histoire glorieuse, soit par les écrivains qui l'ont illustrée, eh bien cette idée reste fortement ancrée dans l'imaginaire national et dans le discours politique. Il y a quelques mois, Emmanuel Macron inaugurait la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, vous en souvenez peut-être, et dans son discours, réussissant à faire, j'ai envie de dire en même temps, l'éloge de la politique linguistique de Grégoire et celui des 72 langues régionales parlées sur le territoire, il orientait le cœur de son discours dans l'exaltation de l'exceptionnalité du français, à la fois langue de la nation et langue de l'universel, ou plutôt langue symbolisant la vocation universelle de la nation française. 2 raisons, disait-il, justifiaient le projet de cette cité internationale de la langue française. 2 points, je le cite. Parce que la langue française bâtit l'unité de la nation et parce que la langue française est une langue de liberté et d'universalisme. La persistance sur 2 siècles de cet argument, de ce nouage argumentaire, traduit bien, je crois, l'ambiguïté productive du discours de l'universalisme au cœur de l'idéologie politique française, à la fois gage d'unité et de rayonnement. L'universalité proclamée de la langue de la liberté se confond avec le souvenir d'un impérialisme culturel qui fut un temps celui du pays des droits de l'homme, articulé à un idéal d'homogénéité culturelle et politique. Et il n'est peut-être pas anodin que dans ce même discours, le président de la République en ait profité pour attaquer une fois de plus l'écriture dite inclusive ou égalitaire, sous prétexte que dans la langue française, selon lui, le masculin fait le neutre, s'attirant d'ailleurs la réplique cinglante d'une centaine de linguistes et militantes féministes. La langue de la liberté est elle aussi celle qui fait du masculin le genre universel,
au détriment de la visibilité et de la reconnaissance des femmes. Est-elle irrémédiablement associée à un universalisme masculin, le même qui a considéré, jusqu'en 1944, que le suffrage était parfaitement universel, alors que la moitié de la population en était exclue? Eh bien, il nous faudra, la semaine prochaine, poser les questions qui fâchent. Les droits de l'homme sont-ils aussi les droits de la femme? Le citoyen peut-il être une citoyenne? Nous le verrons, la réponse des révolutionnaires était loin d'être évidente. À lundi prochain.